Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Médecine Académie. Aujourd'hui, on va faire l'histologie du cerveau ou bien le corps cérébral. On va commencer par le plan de secours. On va voir une définition. Deuxièmement, les caractères généraux. Troisièmement, la phylogénèse. Quatrièmement, l'embryologie. Et cinquièmement, l'anatomie microscopique. Cinquièmement, l'anatomie microscopique. Anatomie microscopique. Cinquièmement, anatomie microscopique. Et finalement, on va voir une conclusion. On va commencer premièrement par une définition. Les corps cérébral, encore appelé le cortex cérébral, voilà, ou le pallium. C'est une mince couche de substance grise qui recouvre les hémisphères cérébraux. 2. Les caractères généraux. Le corps cérébral est caractérisé par A. Son plissement. B. Sa faible épaisseur. C. Sa stratification. D. Son hétérogénéité. Premièrement, petit a, son plissement. Chez l'homme, la surface de l'écorce est augmentée par un processus de plissement, dessinant des sillons et des circonvolutions. Petit b, sa faible épaisseur. Son épaisseur varie de 1,5 à 4,5 mm en moyenne. Cette épaisseur est plus marquée sur les crêtes de circonvolution qu'au fond des sillons qui les séparent. Petit c, sa stratification. Les neurones, les fibres nerveuses et les cellules névrogliques sont disposées en couches, en lames ou stries. Petit d, son hétérogénéité. Par opposition à l'écorce cérébelleux, l'écorce cérébrale n'est pas partout la même structure. La stratification et hétérogénéité du corps cérébral. Voilà, chaque colonne représente une région différente du cortex cérébral. On peut remarquer la différence entre les régions de l'écorce cérébrale. Troisièmement, la phylogénèse. La stratification du cortex cérébral n'est pas identique sur toute la surface des hémisphères cérébraux. Le nombre de couches et l'aspect des cellules qui s'y trouvent permettant de définir deux subdivisions principales du cortex. A. L'allocortex et B. L'ésocortex. On va commencer par l'allocortex. Il apparaît entre deuxième et troisième mois, est une structure primitive et élémentaire caractérisée par l'existence de deux couches cellulaires. Premièrement, une couche granuleuse superficielle réceptive à petites cellules. Deuxièmement, une couche pyramidale profonde effectrice à grandes cellules. L'allocortex est subdivisé en archicortex et paliocortex. Petit a, l'archicortex ou l'allocortex dorsal qui correspond à l'hippocampe ou corne d'amont.
considéré comme le cerveau de comportement et le centre d'expression émotionnelle. Deuxièmement, le paléocortex ou le paléopaléum, c'est l'allocortex ventral qui correspond à l'aire piriforme qui reçoit les afférences du pulpe et de tubercules olfactifs. Il est réduit chez l'homme. L'allocortex, il est constitué de l'archicortex et paléocortex. Voilà l'archicortex en bleu et le paléocortex, il est ici, en postérieur. Deuxièmement, l'ésocortex. Il apparaît entre le 3e et le 7e mois. C'est une structure très évoluée et différenciée, très étendue par rapport à l'allocortex. L'ésocortex correspond au 11/12 de la surface de l'écorce. Il n'existe pas de structure uniforme. C'est ce qui conduit à subdiviser l'ésocortex en, premièrement, l'ésocortex homotypique, comprenant 6 couches superposées. Et deuxièmement, l'ésocortex hétérotypique, avec 2 types. Le type agranulaire, avec réduction des couches 2 et 4, des zones motrices, cortex épais. Deuxièmement, le type granulaire, qui caractérise les aires sensorielles où le cortex est mince, avec réduction de couches 3 et 5. Voilà l'écorce cérébrale, chaque partie responsable de la sensation d'une partie de notre corps. Ici, en bleu, c'est le cortex sensoriel. Et en rouge, c'est le cortex moteur. Chaque partie est responsable de la motricité d'une partie de notre corps. Voilà ici le cortex hétérotypique agranulaire. Un rétrécissement de 2e couche et de 4e couche. La 3e couche et la 7e couche sont développées. Ce sont les couches responsables de la motricité. Et on a ici le cortex hétérotypique granulaire. La 4e couche, elle est développée. Et le 3e et le 5e sont moins développés. C'est ça, responsable de la sensation. Et ici, on a le cortex homocypique. On a 6 couches développées. Donc, pour résumer tout ce qu'on a dit, le cortex est divisé en deux, l'allocortex et l'ésocortex. Pour l'allocortex, on a l'archicortex et le paléocortex. Et pour l'ésocortex, on a l'ésocortex homotypique. Et on a aussi l'ésocortex hétérotypique. Pour l'hétérotypique, on a 2 aussi, agranulaire et granulaire. Maintenant, on va passer à l'embryologie. L'écorce cérébrale est d'origine neuroectoblastique. Elle s'y défait au dépend de la couche corticale superficielle de la paroi des vésicules tylencéphaliques. Voilà. Petit a, l'organogénèse. Premièrement, le stade a 3 vésicules. Dans la région céphalique,
la gouttière nerveuse se ferme lentement et au fur et à mesure de sa fermeture, le tube neural se dilate en 3 vésicules cérébrales qui sont derrière en avant à la fin de 4e semaine. Le rhombe encéphale ou cerveau postérieur, le mésencéphale ou cerveau moyen et prosencéphale ou cerveau antérieur. Deuxièmement, le stade à 6 vésicules. Rapidement, le rhombencéphale se divise en mésencéphale et myélencéphale. Le mésencéphale demeure indivisé et le prosencéphale dans le diencéphale et les 2 vésicules tylencéphaliques. On a vu tous ces stades dans le cours de l'histologie de cervelet. Voilà, le tube neural, puis le stade de 3 vésicules. Prosencéphale, mésencéphale et le rhombencéphale. C'est un embryon à la fin de 4e semaine. Ensuite, on a l'évolution des vésicules tylencéphaliques. Chaque vésicule présente une cavité, c'est le ventricule latéral. Un plancher, c'est le ganglion basal du corps strié. Et une voûte ou le pallium. Le pallium s'épaissit et subit un modelage qui résulte de l'apparition de scissures qui le découpent en lobes et de séins qui le divisent en 6 convolutions. Voilà les étapes. Voilà ici on a le tylencéphale. Ensuite, au 13e semaine. Et ici, le 26e semaine. Et ici, à la naissance. 5. L'anatomie microscopique. Premièrement, la méthode d'étude. L'écorce cérébrale peut être étudiée soit en mettant en évidence les cétones des neurones par les méthodes de Golgi ou de Nissel ou d'Ehrlich. On parle de technique de cytoarchitectonie. Soit en révélant la topographie des fibres nerveuses par la méthode de Wiger. On parle de technique de myéloarchitectonie. Nous prenons pour type d'étude les zoocortex homotypiques, constitués de 6 couches superposées. Le cyto- et le myéloarchitectonie. La méthode du Golgi, la méthode de Nissel et la méthode de Wiegert. Le cytoarchitectonie. De la surface à la profondeur, on retrouve premièrement la couche 1, c'est une couche moléculaire ou plexiforme. Représente le 1 sur 10, parcouru par de nombreux prolongements dendritiques et axoniques des couches sous-jacentes. Les cellules, on y trouve des cellules horizontales de type unipolaire, bipolaire et triangulaire. La deuxième couche, ou la couche granulaire externe, représente le 1 sur 10. Elle est relativement pauvre en fibres,
comprend des cellules granulaires et des petites cellules pyramidales. La troisième couche, ou couche des cellules pyramidales, représente le 3 sur 10 externe. C'est la couche la plus épaisse. On y trouve des cellules pyramidales, des petites cellules pyramidales, des moyennes cellules pyramidales et des grandes. Le quatrième couche, c'est la couche granulaire interne. Représente le 1 sur 10. Elle est riche en cellules, qui sont des cellules araniformes et des cellules de Martinotti. La cinquième couche, la couche des cellules pyramidales internes ou couche ganglionnaire, représente le 2 sur 10. C'est la couche des grandes cellules pyramidales appelées cellules de Betz. Et la sixième couche, c'est la couche poliforme, représente le 2 sur 10. Les cellules sont nombreuses et représentées par les cellules fusiformes. Voilà. On a beaucoup de cellules, ou bien les neurones du cortex cérébral. Premièrement, on a ici la cellule pyramidale. Et 2 ici, c'est la cellule fusiforme. 3, cellules granulaires. 4, c'est la cellule horizontale bipolaire. Le 5, c'est la cellule à double bouquet dendritique. 6, cellule condyliée. 7, c'est la cellule névroglique. 8, cellule horizontale de Cajal. Et 9, cellule de Martinotti. B, le myélo-architectonie. On distingue diverses sortes de fibres dans les zoocortex homotypiques. Les unes sont parallèles à la surface de l'écorce. On parle de fibres tangentielles. Les autres sont perpendiculaires aux précédentes. On parle de fibres radiaires. Voilà, les fibres tangentielles sont parallèles à la surface et les fibres radiaires sont perpendiculaires à la surface. Les zoocortex homotypiques. On a ici cette colonne, les différentes couches, les types cellulaires et les fibres tangentielles. On va commencer par la couche plexiforme. Les types cellulaires, pauvres en cellules. Les fibres tangentielles, le plexus tangentiel d'Exner. Deuxièmement, la couche granulaire externe. Les cellules granulaires et petites cellules pyramidales. Les fibres, la lamina dysfibrosa, pauvre en fibres. Troisièmement, la couche pyramidale externe, les cellules petites et grandes cellules pyramidales, les fibres, la striée de Cass-Betschel externe. Le quatrième couche granulaire interne, cellules araniformes et cellules de Martinotti, les fibres, la striée externe de Beilager. Le cinquième couche, c'est la couche des cellules pyramidales. Les types de cellules, on a les grandes cellules pyramidales. Et les fibres, on a la striée interne de Beilager moyenne. La sixième couche, c'est la couche polymorphe des cellules fusiformes.
la lame infrastriée. Pour les fibres radiaires, on distingue 3 types. Les fibres médullo-radiaires, atteignant généralement la 3e couche de l'isocortex. Les fibres supraradiaires plus étendues vers la surface corticale. Troisièmement, les fibres infraradiaires ne dépassent pas la 4e couche. C'est les neurones, la cellule pyramidale, elle présente un cétone, un axone et des dendrites. Le cétone en forme de pyramide, avec une base élargie regardant la substance blanche et un sommet dirigé vers la surface corticale. Et les dendrites présentent un gros tronc dendritique apical lent qui se termine en un abondant panache cytoplasmique et des prolongements basilaires et latéraux. Et l'axone, né de la base de cétone par un cône d'émergence, suit un trajet descendant vers la substance blanche cérébrale. Les cellules névrogliques, c'est-à-dire les cellules qui assurent la protection et la nourrition des cellules nerveuses. On peut dire que ce sont des cellules accessoires et les cellules principales, ce sont les neurones. On a les astrocytes, protoplasmiques et fibreux. On a aussi les oligodendrocytes. Et on a les microgliocytes. On arrive à la conclusion. La stratification du cortex cérébral n'est pas seulement un agencement morphologique, elle traduit en effet une spécialisation fonctionnelle. Schématiquement, on peut dire que les couches 2 et 4 du cortex homotypique correspondent à des étages de la réception, c'est-à-dire la sensation, et les couches 3 et 4 à des étages d'émission. On peut dire la motricité. La couche 1 est le siège de neurones assurant des connexions de voisinage. Et la 6e couche est le siège des neurones assurant des relations, soit entre les 2 hémisphères cérébraux, soit entre les 2 circonvolutions voisines. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez abonner la chaîne pour avoir plus de cours, merci, à bientôt.